s'intensifier dans le Nord Mali entre les armées françaises et tchadiennes et les groupes djihadistes armés. L'incertitude demeure quant à la mort annoncée de 2 cadres djihadistes, Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar. La France juge probable la mort du premier. Silence radio. En revanche, sur Mokhtar Belmokhtar, un combattant d'AQMI affirme qu'il est bien vivant dans la région de Gao. Dans la première partie du débat, j'ai demandé à nos invités si AQMI pouvait résister à la mort de ses cadres. Mes invités sur le plateau ce soir, Pierre Boilel nous a rejoint sur le plateau de France 24. Vous êtes directeur du CEMA, le Centre d'études sur le monde africain. Alain Rodier est également avec nous, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Pierre Conesa également est avec nous, maître de conférence à Sciences Po, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Et puis nous avons été rejoints par Moussa Agassari, le représentant du MNLA en Europe. Merci à vous tous d'être avec nous. Alors justement, Moussa, on voulait rebondir sur ce que vous disiez en fin de première partie. Vous parliez des autres groupes armés qui sévissent dans le Nord Mali. On va peut-être regarder la liste des groupes. Parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'AQMI qui focalise souvent l'attention des médias. Il y a aussi le MUJAO, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi Ansar Dine avec un point d'interrogation qui existait et qui avait mené l'offensive stoppée par l'armée française mi-mai et dont on a peu de nouvelles depuis. Il y a également les signataires par le sang, la Katiba créée par Mokhtar Belmokhtar, on en a parlé. Et puis, ces derniers jours, parfois on entend parler de la création de nouveaux groupes plus ou moins éphémères. Il y a eu ces derniers jours le MAA, le mouvement arabe pour l'Azawad, et si je ne me trompe pas, ils ont affronté le MNLA il y a quelques jours, c'est bien ça? Alors ils ont revendiqué une attaque du MNLA à Un Khalid où le MNLA est seul. Ce qui pose problème, c'est qu'avant qu'ils revendiquent cette attaque, il y avait un attentat suicide de 2 véhicules, 2 attentats alors, sur à la fois la population, mais aussi le centre de commandement du MNLA à Un Khalid. Alors, nous avons eu aussi des preuves de photos sur les véhicules qui nous ont attaqués et qui ont été après bombardés par l'aviation française. Le mouvement arabe de l'Azawad, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de mouvement ethnique aujourd'hui, puisque dans le mouvement national de libération de l'Azawad, tout le monde a sa place. S'ils ont un combat pour le bien-être de la population de l'Azawad, ils sont les bienvenus, puisque dans le MNLA, il y a des personnes ici de toutes les communautés de l'Azawad. Et il faut savoir qu'il y a un autre problème, c'est-à-dire que tous ces mouvements se sont agrippés et sont arrivés pour faire souffrir la population, mais aussi pour combattre le MNLA, qui les gêne, puisque nous voulons arrêter le trafic de drogue, nous voulons sécuriser le territoire pour permettre à tous les... Mais Moussa Agassari, la question que je voudrais poser ce soir, au-delà des inimitiés qui peuvent exister, des violences qui ont eu lieu entre le MNLA et ce groupe particulier, le MAA, la question qu'on veut poser ce soir, c'est quand bien même il serait possible d'éradiquer AQMI, ce sur quoi un certain nombre d'entre vous ont émis un doute dans la première partie de ce débat, il resterait 3, 4, 5 autres groupes djihadistes armés dans le nord du pays. Est-ce qu'il est possible de mettre fin à l'activisme armé au Nord Mali, au-delà d'AQMI et d'Al-Qaïda? Mon voisin a très bien parlé de sissiparité. Donc, dès qu'on est plus de 2, on fait une scission. On a bien connu ça dans les mouvements révolutionnaires des années 60 et 70. Et plus le temps passe, plus les groupes se multiplient. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça augmente forcément le nombre de gens. Quant au MA, par exemple, donc il n'est pas tout nouveau, mais quand on discute avec des Arabes de Tombouctou, comme j'ai fait il n'y a pas si longtemps, et de la région, ils les considèrent carrément comme un groupe de trafiquants de drogue. Parsemé aussi de... Oui, il y a des confusions très importantes. Vous avez dit qu'on n'entendait plus parler d'Ansar Dine, mais Ansar Dine, de fait, a quasiment explosé, disparu dans le paysage actuellement, puisque seul Iyad, avec peut-être quelques proches, est encore dans les montagnes, mais que
les combattants sont repartis. C'était pas des salafistes, hein, c'était des gens qui étaient là mais pour rejoindre un autre groupe. Alors on sait que le MNLA a dit avoir été rejoint par un certain nombre de combattants d'Ansardi. Pour rejoindre éventuellement le MNLA, pendant que la partie des cadres qui n'étaient pas salafistes non plus ont créé le MIA. Bon, ce MIA n'est pas un groupe salafiste non plus. Donc vous voyez, en fait, il y a des groupes qui apparaissent, mais il y en a d'autres aussi qui... s'il dispose d'une vraie capacité armée. Je pense qu'il n'en dispose pas de beaucoup actuellement, à vrai dire. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a quand même des groupes qui disparaissent ou qui tout au moins se volatilisent un petit peu pendant que d'autres apparaissent. Et donc, on est à mon avis quand même dans des mouvements qui sont à peu près tous dans le même but, en tout cas à partir du moment où ils sont salafistes. Pierre Conesa. Moi, je ne voudrais pas que le descriptif des groupuscules armés, si vous voulez, prenne le pas sur l'analyse politique du sujet. C'est-à-dire que dans la question que pose monsieur, il y a évidemment la question de l'objectif final de l'opération française, qui est le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. Bon. Mais cela dit, pour quelle gouvernance? C'est-à-dire si le MNLA existe toujours, c'est-à-dire au bout de la 3e ou 4e insurrection armée contre le gouvernement de Bamako, c'est aussi parce qu'il y a à Bamako, ma foi, un instant de corruption, une structure de corruption, si vous voulez, qu'on retrouve dans beaucoup d'États africains, qui fait que la seule aide au développement se perd pour l'essentiel dans des structures de corruption, et que très souvent, même de l'aide fournie pour des périodes de famine, pour des aides d'urgence, n'arrive pas sur les populations. Donc tant qu'on ne règle pas la question de la gouvernance de cet État, et en particulier de l'attitude éthique vous dites que la corruption au Mali est, ou plutôt a été, mère de la rébellion Touareg? Elle est en tout cas le soubassement. C'est-à-dire que, vous savez, Transparency doit classer le Mali à peu près 108e sur 180 États, ce qui est un classement relativement respectable. Mais il cite l'exemple de villas tenues par des fonctionnaires de Bamako qu'on mettrait 70 ans à payer avec le salaire qu'ils déclarent. Bon. C'est rare qu'on prenne un crédit sur 70 ans en général. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène de corruption, et ce phénomène de corruption en particulier fait que l'aide au développement est en grande partie détournée de son objectif, et donc ça explique la permanence, si vous voulez, de l'insoumission dans le Sud. Bon. D'autre part, deuxième remarque, si on fait la comparaison avec le Niger a appliqué une grande partie des accords de Paris, ce que le Mali n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on a aussi, si vous voulez, en comparaison avec un État proche, des structures qui sont relativement plus aptes à gérer la situation du rapport entre une population sédentaire, une population nomade et une population en particulier touareg. Bon. Et dernière remarque, vous savez, il ne faut pas se fixer sur la carte du Mali. Quand on ne peut pas faire un attentat au Mali, on va le faire au Niger, ou quand on le fait en Algérie. Et donc cette carte, si vous voulez, qui nous donne l'impression d'une espèce d'étranglement sur le milieu du Mali, n'est en fait qu'une zone de désert. Et donc c'est un problème d'ensemble qu'il faut résoudre. Si on n'a plus l'insurrection au Mali, on l'aura demain au Niger, ou on le retrouvera au sud de l'Algérie. Donc ce problème est politique, je crois, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut ajouter aussi à l'aspect corruption, l'injustice, l'impunité. Oui. C'est-à-dire que quand on a de l'argent au Mali, quel que soit le type de trafic que l'on fait, on peut être à Bamako et être tranquille, rentrer là où on veut. C'est-à-dire qu'avec la pauvreté qui est omniprésente au Mali, mais qui est de plus en plus importante, plus on s'éloigne la pauvreté, plus on s'éloigne de Bamako. Alors ça, c'est l'argument qui a été effectivement souvent mis en avant par le MNLA et par les précédentes rébellions Touareg, celle de la pauvreté des régions, et notamment dans le nord. La question sur laquelle... oui. Moi, je voudrais juste dire que quand on parle de rébellion Touareg, dans l'Azawad, dans le nord, nous partageons les souffrances avec tous ceux qui habitent sur ce territoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes tous martyrisés par ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas que des Touaregs ou des Arabes aujourd'hui qui sont visés par les exactions. Oui, mais Moussa Agassari, depuis le début de la rébellion, effectivement, le MNLA a à cœur de montrer un visage le plus inclusif possible. On peut penser que si le MNLA avait été parvenu à fédérer l'ensemble des populations du Nord, il aurait connu un destin un petit peu plus favorable. Oui. On a le vice-président qui est un Songoï. Et on a des Arabes, des Peuls au sein de nous. Seulement, peut-être qu'ils ne sont pas à Paris, où je peux venir avec vous ici. Donc, il faut, comme on dit, relativiser un certain nombre de choses. Si nous étions des gens aussi détestables que ce qu'on peut dire à Bamako, nous n'aurions pas dû arriver jusque-là. Et nous n'aurions pas non plus apporté ce que nous avons apporté à l'armée française et à l'armée tchadienne. Qui, je rappelle qu'à Kidal, on me dit que l'armée tchadienne a un comportement exemplaire
et qu'avec la population, ça se passe très bien et qu'aujourd'hui, nous apportons le maximum que nous puissions à l'armée française et surtout Alors, à vous nos mettez le frères doigt aussi. sur quelque chose de très intéressant qui rejoint ce que disait, en partie ce que disait Pierre Conesa. On va se situer dans l'après. À supposer qu'effectivement, les différentes armées présentes dans le Nord Mali réussissent à imposer une paix, peut-être fragile, mais à contenir ou éradiquer un certain nombre de groupes islamistes armés. Qui sécurisera cette zone demain? Parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas présente ou très peu présente pas présente, dans, en fait. dans le Nord Mali. Ben, il y a quelques officiers maliens qui accompagnent les Français. Ça, on Quelques le guides. sait. Oui, voilà, ils sont quelques-uns. Qui demain pourra sécuriser le Nord Mali? Moi, je pense qu'on ne peut pas sécuriser le Nord Mali tant qu'on n'a pas réglé le problème politique malien. Parce que, en fait, on est vraiment dans un problème politique. On a au sud, ça a déjà été en partie dit, donc non seulement une administration et une classe politique qui est souvent corrompue, mais on est quand même aussi, ne l'oublions pas, dans un gouvernement de transition qui est toujours plus ou moins dominé par un capitaine Sanogo qui est caché derrière les fagots. Bon. Donc, on n'est pas prêt d'arriver pour le moment à quelque chose de sain. Pendant que les soldats français se font tuer au nord, le capitaine Sanogo attaque un camp de para proche de lui, des bérets verts contre des bérets rouges, en plein Bamako. Bon, ça pose un petit problème quand même. Bon, donc je pense qu'il va falloir d'abord régler réellement ça. Et là, je crois qu'il va falloir... Il va falloir taper du poing sur la table un petit peu pour que les Maliens se reprennent en main. Là, vous parlez de la communauté internationale et notamment de la France. Oui, je pense. Alors, Diokouna Traoré a parlé d'élections proches en juillet. Bon, reste à savoir si on arrivera à les organiser d'ici là. Mais il y a aussi un autre... Le calendrier est serré. Je dirais presque un préalable à cela. C'est que comment peut-on faire pour organiser des élections dans un pays qui est coupé à moitié en deux d'ailleurs, la phrase est intéressante. Et sans négociation, sans discussion, sans concertation. Moi, je pense qu'il faut commencer aussi par ça. On a parlé de la corruption. On a demandé qui allait sécuriser ce territoire. Je voudrais rebondir sur quelque chose que nous avez dit un petit peu plus tôt dans ce débat, Alain Rodier, et revenir sur le trafic de drogue, qui reste un facteur de déstabilisation très important dans le Nord Mali. Et pour l'instant, cette question-là n'a pas été du tout abordée. Personne ne semble s'y intéresser. Et pourtant, c'est un facteur de corruption, corrigez-moi si je me trompe, capital pour le pays. Et actuellement, on combat les groupes armés. Certains d'entre vous ont déjà dit que les groupes armés parfois se confondaient avec les groupes de trafiquants. Et cette question-là, visiblement, pour l'instant, ne semble inquiéter personne. Pour le moment, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, c'est que le trafic de drogue qui passe par le Sahel, enfin, à ma connaissance, est stoppé. Il est bloqué. Tout simplement parce que les trafiquants ne sont pas fous. Cette zone n'est pas sûre pour eux. Cela dit, les organisations criminelles transnationales, celles qui gèrent, donc là, depuis l'Amérique latine, ont toujours eu une capacité à s'adapter à la situation et à la devancer. Donc ils reprennent des routes, je dirais, plus traditionnelles. L'ouest de l'Afrique, en réalité, et puis le retour bien direct vers l'Europe, par l'Irlande ou par le port de Rotterdam, etc. Mais pour le moment, il est vrai que les trafiquants n'ont plus de poudre à traiter. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir à la télévision ces villas très luxueuses qui ont été abandonnées et pillées et qui étaient tenues par des trafiquants notoires. Et cela avec effectivement l'accord de l'administration en place, si on peut dire. Donc là, le problème, en fait, c'est réglé de lui-même. Alors, je dis bien, pour le moment, il est réglé. Pour le moment, il est réglé. Mais il passe plus. Mais parce que, en réalité, ce qui leur fait vraiment très peur, c'est le blocage par l'Algérie de leurs frontières. Alors on dit que c'est un territoire qui est difficile à... C'est-à-dire les trafiquants de drogue craignent que la cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, qui transitait par le désert, le Sahara, pour remonter... Voilà, elle risque d'être bloquée à la frontière avec l'Algérie, et c'est leur grande peur. Eux, ils ne font pas de politique, les trafiquants de drogue. Ils essayent de la faire arriver. Donc pour le moment, c'est une zone qui ne leur est pas favorable, je dis bien, pour le moment. Ça reviendra peut-être, mais pour le moment, non, ils ont choisi de prendre d'autres itinéraires. Et ce n'est pas des armées étrangères qui vont résoudre ce problème, et pas non plus elles qui vont résoudre le problème de la sécurité. Ce sont les Azawadiens, autrement dit ceux du nord du Mali, c'est-à-dire les populations locales,
impliqués dans la gestion de leur territoire, ce que le MNLA souhaite, qui vont trouver, parce qu'ils connaissent les trafiquants de drogue, ils connaissent les terroristes, ils ont des renseignements. Et ce sont ceux-ci, avec le soutien de la communauté internationale, qui vont résoudre les problèmes. Et ce n'est pas des étrangers qui vont le faire à leur place. Ce n'est pas des étrangers. Est-ce que ça veut dire que vous accepteriez l'armée malienne dans le Nord Mali, par exemple, à Kidal, pour vous aider à stabiliser, à sécuriser la population, à établir, renforcer la souveraineté du pays? Nous disons que nous n'avons rien contre une ethnie ou contre un Malien. Nous avons un problème contre un système. Et tant qu'on n'a pas trouvé une solution politique, aujourd'hui, la situation s'y prête. Parce qu'il y a des armées étrangères, notamment françaises, l'armée française et tchadienne, sur le territoire de la région de Kidal. Je pense que si on s'assoit entre gens intelligents, dans l'intérêt général de tous les Maliens, autour d'une table, nous allons trouver une solution. Et nous allons arrêter les souffrances de ces populations-là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui en galvanisant une partie de la population contre une autre qu'on trouvera une solution. Et ce n'est pas en ouvrant les frontières aux armées étrangères, qu'elles soient africaines ou autres, que nous allons trouver une solution. Aujourd'hui, sincèrement, ce sont des Maliens. Et vous avez forcé de reconnaître que vous avez longtemps dit, pendant un an, en fait, depuis le début de la rébellion, que vous seriez prêt éventuellement à lutter contre AQMI. Vous ne l'avez pas fait. Il a fallu qu'une armée étrangère, en l'occurrence la France, et maintenant la France et le Tchad, arrive au Nord Mali pour que vous vous y mettiez, entre guillemets. Nous ne sommes pas un État qui a des moyens soutenus par des États étrangers. Donc c'est un État comme la France, comme le Tchad. Nous, si on nous donne les moyens, on n'aura pas besoin d'armées étrangères. Nous avons les hommes et nous avons la volonté. Mais aujourd'hui, avec les armées étrangères, nous faisons un travail qui peut être apprécié par ces armées-là. Parce que l'autre jour, je peux juste vous apprendre que les Tchadiens, quand ils se sont fait coincer dans l'adrar des Iforas, ils ont bien eu recours au MNLA. Et nous sommes fiers d'avoir aidé nos frères tchadiens et nous serons toujours là, quels que soient ceux qui vont venir nous aider, et nous les en remercions, en rendant hommage d'ailleurs à ceux qui ont péri lors de ces combats. Bon, Moussa Gassarid, je vous remercie. Vous avez eu le mot de la fin. Je suis désolé, c'est tout le temps qui nous est imparti pour ce débat. Merci à vous tous de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis.